J'ai multiplié un certain nombre d'entretiens cette semaine avec les différentes autorités politiques de l'archipel, avec le soin de prendre du temps, même si évidemment prendre ce temps par téléphone n'a pas complètement la même signification qu'une conversation longue et physique, qui permet également dans la palabre aussi de mieux se comprendre. Mais il est clair que pour moi, j'ai redécouvert aussi des acteurs que je connaissais bien de ma vie d'avant, puisque jeune secrétaire d'État en charge de l'écologie, j'ai eu à connaître du dossier du parc marin de la mer de Corail, et que dans le sillage d'Édouard Philippe ou du président de la République, évidemment, j'ai eu l'occasion de me rendre en Nouvelle-Calédonie. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans votre propos introductif, lorsque nous avons eu ce geste coutumier ensemble, nous sommes dans un moment particulier. Un moment particulier de l'application de l'accord de Nouméa, et vous l'avez redit en retraçant la perspective qui nous a amené des accords de Matignon, d'Inno, au chemin de Nouméa avec le préalable minier, et désormais dans ce chemin qui s'accomplit dans le processus référendaire. Évidemment, j'ai un rôle particulier en tant que représentant de l'État et en tant que ministre en charge des Outre-mer dans ce rendez-vous du 4 octobre prochain. Peut-être en dire quelques mots si vous en êtes d'accord, ici devant vous, terminant ce cycle de consultation. À vrai dire, j'ai tort de dire terminant, puisque ça va être une méthodologie qui va m'être très propre dans la manière de travailler. J'ai indiqué un rituel avec l'ensemble de ces acteurs pour justement continuer à faire vivre ce dialogue à trois, tout le long évidemment des opérations électorales, mais avec déjà ce premier principe qui est bien sûr le principe d'un État impartial qui s'assure de la sincérité et de la loyauté, qui est le mot je crois encore plus adapté à la sincérité, de la loyauté de ce scrutin. C'est quelque chose de redoutable parce qu'il est inédit dans l'histoire de la République. Il est inédit pour les Calédoniens eux-mêmes, il est inédit pour les services de l'État qui servent sur place au Saria, et il nous amène peut-être à quelques commentaires. Le premier commentaire, c'est que si cette deuxième consultation doit s'inscrire dans la méthodologie de la première, le contexte sanitaire existe lui. Et même si la Nouvelle-Calédonie, évidemment, aujourd'hui est protégée et s'est protégée de cette épidémie, on sait que le virus continue de circuler et on sait qu'il peut y avoir des craintes évidemment qui sont posées ici ou là. J'ai eu l'occasion d'en parler avec les différents acteurs, les présidents des 3 provinces, le président du Congrès, le président du gouvernement. J'aurai évidemment un contact avec les parlementaires. J'ai déjà eu le sénateur Frogier, j'aurai évidemment l'autre sénateur Kodja et les 3 députés demain au téléphone. Mais il est clair que si les questions sanitaires sont de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'État organisateur de ce scrutin veillera à ce que, évidemment, tout soit mis en œuvre pour protéger les populations qui viendraient voter. Ça, c'est un point important, il faut que cela soit dit. La deuxième commentaire ou élément important, je pense, dans l'organisation de ce scrutin, en tout cas pour en mesurer sa réussite du point de vue de l'État que je représente, c'est évidemment de permettre au plus grand nombre de participer. Et de cela, peut-être quelques éléments que je peux porter à votre connaissance. Il y a, je sais, des craintes légitimes qui sont exprimées sur les procurations, sur la capacité pour les personnes inscrites sur les listes électorales d'établir une procuration dans une gendarmerie ici en métropole, dans un commissariat de police ou, par exemple, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, auprès des autorités consulaires. Ce point m'a été remonté par plusieurs canaux. C'est un point que je prends très au sérieux, et donc dans les heures qui vont venir, des instructions vont être données avec Jean-Yves Le Drian et Gérald Darmanin à l'ensemble de nos postes diplomatiques et à l'ensemble des commissariats et des gendarmeries de France pour s'assurer que le système des procurations fonctionne de manière remarquable. On le doit aux électeurs, c'est quelque chose sur lequel je souhaite qu'on puisse se mobiliser pour que personne ne soit privé de cette expression. Dans un autre registre, mais on s'y rejoint, il y a également, vous savez, un certain nombre de questions qui sont posées pour les bureaux de vote dits délocalisés et qui permet à nos concitoyens issus des îles de pouvoir voter non pas sur la base du bureau de vote de l'île en question, mais avec une possibilité de vote le jour du scrutin à Nouméa, tenant compte de leur vie du quotidien et du choix de vie qu'ils ont fait de vivre à Nouméa. Ces bureaux de vote délocalisés sont pas une nouveauté, puisqu'ils ont déjà fonctionné lors de la première consultation référendaire,
Ils ont connu une forme de succès important, puisque des milliers de personnes s'y sont inscrites. Et vous le savez, il y avait cette demande de réouvrir pendant une période qui a été arrêtée à 6 semaines, la capacité de remettre à jour ce droit d'option pour voter depuis Nouméa. C'est important de le dire parce que, évidemment, on est sur, non pas la capacité à donner le droit de vote, il est déjà acquis, mais sur la capacité à faciliter ce droit de vote pour des raisons géographiques. Un certain nombre d'acteurs politiques me demandent aujourd'hui de réouvrir une période d'ouverture pour mettre à jour ces listes pour ces bureaux de vote délocalisés. J'ai demandé donc au haut-commissaire sur place, hier au soir, de saisir chacun des maires des communes des îles pour nous faire remonter avec beaucoup de précision le nombre de personnes qui pourraient être concernées par ce mouvement vers les bureaux de vote délocalisés. Je ne souhaite pas qu'on puisse rouvrir trop vite quelque chose qui a fait l'objet d'un consensus établi, mais je me dois aussi de regarder la réalité de ce problème avec respect de ce mode de vie. Bon. Donc j'attends ces chiffres, ce qui me permettra de prendre une décision. En tout cas, au-delà de la question de la réouverture d'une période, je pense qu'on peut aussi trouver des solutions pratiques. Là aussi, je le redis, le message que je veux que l'on retienne, c'est que l'État est là pour que ce scrutin soit non seulement sincère et loyal, mais il sera sincère et loyal si on s'est donné les moyens au plus grand nombre de nos concitoyens de s'exprimer et de voter. Cela passe par la question des bureaux de vote délocalisés, certes, ça passe aussi par la question des procurations. Ensuite, un certain nombre de questions sont devant nous dans l'organisation du scrutin, sur lequel je vous dis toute ma confiance pour les équipes de l'État qui sont engagées là-bas sur place, en lien avec les communes, qui ont un rôle majeur, et puis en lien, bien sûr, avec les formations politiques. C'est une campagne référendaire. Donc il y a une campagne. Si l'État est neutre, en tout cas impartial, très impartial, et j'y veillerai, dans la continuité de ce qu'Édouard Philippe a pu indiquer bien des fois au comité des signataires, aux différents acteurs politiques, économiques et sociaux, la campagne doit pouvoir se tenir. Il y a une demande d'avoir un document dit pédagogique pour, au fond, éclairer sur les implications juridiques et notamment financières de ce que pourrait vouloir dire le oui et de ce que pourrait pouvoir dire le non. Cette question, elle est importante et elle mérite que l'on s'y arrête un instant. L'État doit pouvoir dire les effets juridiques et le droit. Mais l'État impartial qui organise ce scrutin, par définition, ne pourra dire que les implications juridiques et financières, c'est-à-dire dire le droit. Donc moi, je retiens le principe de ce document. Un document, d'ailleurs, avait été commis en 2018. Il était apparu peut-être un peu tard dans la campagne référendaire. Il était peut-être passé inaperçu. Je retiens néanmoins que ce document avait suscité l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes. Et que ce document n'avait pas fait l'objet de contestations particulières. Et j'ai pu interroger chaque acteur, partisan, politique, cette semaine, en leur posant la question s'il y avait une objection au document tel qu'il existait en 2018. À chaque fois, la réponse a été non, pas d'objection. Donc je propose évidemment de reprendre ce document et de le travailler. Et donc je demande là aussi au haut-commissaire présent à Nouméa de réunir l'ensemble des parties prenantes la semaine prochaine pour se pencher sur ce document, qui est un document dont je ne sais pas s'il est pédagogique, puisque je me méfie de cet intitulé, en tout cas un document qui dit le droit à l'instant T, qui ne saurait préempter les choix politiques futurs